J'espère que vous avez une belle pause. J'ai ajusté le micro pour nos présentateurs, présentatrices, mais moi je mesure 6 pieds 1. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en train de me faire un Quasimodo, là. Faire un squat, je sais pas. Donc, j'espère que vous avez profité de votre pause. L'idée, c'est aussi, ça rime un peu avec la philosophie de la vulgarisation scientifique, d'épargner un peu votre attention. Fait qu'on essaie de mettre ça en segments. C'est un peu la mode de ce temps-ci, des vidéos courtes, des prises de parole courtes, des messages courts. Donc, on est déjà rendu à moitié, ça avance très vite. Et cette fois-ci, on est là avec un de mes amis chers à moi, Christophe Landry, qui, pour le présenter, c'est un homme un peu aux multiples vies, de retour à Sherbrooke après une ellipse temporelle au Japon, en Calgary. Dans sa vie, il a été vendeur de vin à l'international, gagnant de concours de design de jeux vidéo, itinérant, athlète wushu, styliste, conseiller marketing et même, croyez-le ou non, fan incontesté et bénévole ponctuel de Bistro Brain. Il va nous parler aujourd'hui de manifestations à Hong Kong et juste vous dire aussi que j'ai fait sa connaissance quand j'étais au secondaire. Donc, je peux vous dire qu'il y a aussi, malgré ses multiples vies et multiples passages en multiples continents, il y a des choses qui sont restées. Premièrement, c'est quelqu'un qui a vraiment le talent de partager sa passion en fond en comble. On ne peut pas l'arrêter vraiment. Là, il est vraiment une diffuse son savoir et son intellect. C'est aussi un maître de l'art de converser. Et finalement, c'est aussi un honorable camarade. Donc, je vous invite à accueillir chaleureusement sur sa présentation sur les manifestations à Hong Kong. OK. Bon, merci tout le monde. Je voudrais commencer par vous dire que quand Alexis m'a invité à présenter, c'était actuellement pour les manifestations en Chine qui ont eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois. Et ma réponse que je lui ai dit, c'était non. Puis la raison pourquoi, c'est que je pouvais pas vraiment en parler à cause que personne ne sait vraiment le pourquoi du comment et tout ça, vu que la Chine, à la fin de la journée, c'est vraiment un pays clos pour le reste du monde, pour beaucoup de raisons, autant culturelles que politiques. Et je lui ai dit qu'une manière qu'on peut en apprendre plus sur la Chine actuellement, c'est parler de Hong Kong. Donc, comment on va pouvoir atteindre notre objectif de comprendre un peu plus la Chine? En premier, je vais commencer avec une courte histoire de la région pour, par la suite, vous parler de quelques concepts théoriques, autant politiques et régionaux, pour, après, finalement, vous parler des mouvements démocratiques à Hong Kong, et tout ça, heureusement, sans trop d'un freak, vu que vous inquiétez pas, je sais que quand souvent les personnes parlent de la Chine, on sort nos papiers d'aluminium, puis c'est du big bad bad. Bon, alors, pour l'histoire, comme toute histoire, bonne histoire de géopolitique, on va commencer avec la colonisation. OK, fait que là, on est 300 ans en 3 minutes. On a la région des cantons. Les Anglais arrivent, ils cognent à la porte, ils disent « On aime ça le thé, on aimerait ça, faire du commerce avec vous. » Puis la Chine, ils disent « Regardez ça, ça c'est le nom de notre pays, Zhonghua. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le pays central, le centre du monde, on est important, vous ne l'êtes pas, on ne veut pas vraiment faire affaire avec vous. Fait qu'eux, ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait leur vendre qui vont dire non? Est-ce que quelqu'un sait un peu c'est quoi la plante? On en a parlé? L'opium, effectivement. Et ils en vendent beaucoup. Des milliers de tonnes actuellement. Et la Chine a dit non. Ils se font un Boston Tea Party, mais au lieu que ce soit du thé, c'est de l'opium. Et là, les Anglais, eux, ils retournent chez eux, ils vont voir ce gars-là qui va devenir premier ministre un peu plus tard, et il dit, c'est la guerre de l'opium maintenant. Puis c'est quoi que ça donne, la guerre de l'opium? Ça donne deux choses en premier. Ça donne Hong Kong aux Anglais, et ça donne les 100 ans d'humiliation pour la Chine. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un sujet que je vous encourage à étudier. Et l'Angleterre à Hong Kong jusqu'en les années 1940, quand le Japon vient attaquer pendant la Deuxième Guerre mondiale, la seule chose que je veux dire sur le sujet, c'est qu'actuellement, le Canada a envoyé des troupes pour aider à protéger Hong Kong, et le quart des troupes, environ 400, provenaient de Sherbrooke actuellement. Donc nos deux villes sont un peu plus attachées que ce que la majorité des personnes
peuvent savoir. Bon, après la guerre, on a un développement de la ville qui explose. Et les raisons pourquoi, c'est à cause que les Anglais décident d'intégrer la population un peu plus au système de gouvernance de petit à petit. Et après, il y a une haute stabilité pour la vie comparée au reste de la région. La Chine a une guerre sociale entre les communistes et les nationaux. On a la guerre de la Corée, on a la guerre du Vietnam, tout le tralala. Mais Hong Kong, c'est stable en raison à cause du système anglais qui, elle, amène beaucoup d'investissements et crée un bon système bancaire international. Et avec tout ça, ça permet actuellement de pousser la culture de Hong Kong au reste du monde, ce qui nous amène à notre deuxième partie, Loss of Power, qui est pas un assouplisseur. Actuellement, c'est quoi le soft power? Bon, c'est un concept développé par Zoom maintenant. Ça, c'est peut-être un peu trop long. Actuellement, c'est quoi le soft power? C'est BTS. OK. Fait oui, je suis en train de dire que BTS, Hong Kong, c'est le BTS de la Chine. Puis c'est quoi ça? Ça veut dire que actuellement, c'est la fenêtre que le reste du monde voit la Chine au travers. Donc, souvent, les personnes, quand on pense à la Chine, c'est quoi qu'on pense? On pense au cinéma Hong Kong, Bruce Lee, Jackie Chan, tout ça. On pense à qu'est-ce que les médias nous ont montré. Et c'est ce qui nous donne envie d'avoir des relations avec ce pays. Et c'est bon pour la Chine, jusqu'au jour que ton département de pub, il décide d'aller en grève. Donc, en 1997, les Anglais remettent Hong Kong à la Chine et il y a quelques garanties qui viennent avec ça. Premièrement, dans la Constitution de Hong Kong, il y a l'article 25 qui promet à Hong Kong de devenir une démocratie directe pour leur rôle de premier ministre, leur chef exécutif, durant la transition, dans les 50 ans à venir. L'autre chose, on a un pays, deux systèmes qui garantit que Beijing ne va pas interagir dans les affaires de Hong Kong pendant les 50 ans. Les seules choses, c'est la représentation internationale et les forces de l'armée qu'ils ont le droit de prendre affaire. Et en 2013, le gouvernement de Hong Kong fait une étude pour comment on va rendre la démocratie directe à Hong Kong. Et leur décision, comment que ça fonctionne, c'est que divers secteurs économiques et politiques, que eux, ils vont élire un conseil exécutif, 1200 personnes qui vont par la suite sélectionner leur premier ministre. Ça, c'est le système direct. Et dans le fond, les citoyens, actuellement, ils ont encore des votes possibles pour leur premier ministre, entre parenthèses. Et qu'est-ce qu'ils donnent comme opinion? C'est que pour le rendre démocratique, plus démocratique pour qu'on ait un vote direct, on va garder ce système-ci, mais au lieu de choisir une personne, on va élire des candidats. Par la suite, on va les envoyer à Beijing, que eux, ils vont décider c'est qui est correct, c'est qui est pas bon. Puis eux qui sont sélectionnés par Beijing, on va les envoyer au public et là, ils vont pouvoir voter pour décider c'est qui leur chef exécutif. Et qu'est-ce qui en est arrivé? Bien, les personnes l'ont adoré, tellement adoré que pendant 2 mois, ils ont fait un Occupy Movement au centre-ville avec plus de 100 000 participants pour essayer d'empêcher ce système de vote à Hong Kong. Et, avec beaucoup de chance, de bon travail de manifestants, le système proposé a été annulé. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas amené d'autres propositions, ils ont gardé le vieux système qu'il y avait. Et aussi, un des autres positifs, c'est que la qualité de l'air au centre-ville, à Hong Kong, a augmenté pendant les manifestations, vu qu'il n'y avait plus de trafic. Donc, si on parle de système d'écologie, c'est bon. Bon, là, ça nous amène à notre 4e partie, qui est les manifestations en 2019. Et
c'est quoi qui ont commencé la manifestation? Bien, c'est la loi d'extradition que le gouvernement de Hong Kong a essayé de pousser. Et qu'est-ce que ça l'amenait? Bien, c'est que ça permettait à Beijing de pouvoir poursuivre des personnes à Hong Kong sous les lois de la Chine continentale. Et une des choses qu'il faut garder en tête à Hong Kong, c'est qu'il y a beaucoup de sa population qui actuellement provenait de la Chine continentale, qui ont déménagé à Hong Kong à cause des dissidents de la Chine. Ils montent leur voix contre le Parti communiste, ils devraient être arrêtés, ils s'enfuient à Hong Kong pour être sous garde. Et c'est ça. Donc, les personnes qui sont vulnérables contre la Chine sont en danger. Les personnes qui sont pro-démocratie aussi pour être amenées en cours. Et ça peut amener des réprimandes locaux et internationales. Donc, si vous pensiez que 100 000 personnes, c'était beaucoup, bon, on parle un haut de manifestations de plus d'1 million de personnes à une marche, quand il faut prendre en considération que Hong Kong a une population de 7,1 millions. Donc, c'était beaucoup. Violence policière, même que l'armée chinoise était à Shenzhen, juste au cas où, qui avait besoin de traverser le pont. Et même une attaque des protestants dedans le bureau législatif de Hong Kong pour empêcher la loi. Et bonne nouvelle, 2-0, la loi est annulée. OK, on est toujours d'un bon côté. Mais la loi contre-attaque, 2020, quand il y a eu la pandémie, on va frotter les mains, c'est temps parfait pour passer la loi de sécurité nationale. Et là, c'est là que ça change vraiment le jeu. C'est le système qui a été proposé. Ils pensaient, c'était pas si pire, mais on peut le changer, on peut le rendre meilleur. Au lieu, on va le transformer comme ça. Fait en premier, le gouvernement de Beijing, il va sélectionner des membres pour que là, le conseil de Hong Kong, eux, ont le droit d'élire. Donc, les personnes n'ont même plus le droit de se présenter, plus ou moins. Et aussi, on note le public. L'équation, vu que c'est juste le public. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le nouveau chef exécutif, John Lee, élu en 2022 avec un taux de vote de 99,44%. Une vraie démocratie. Autre chose que ça nous donne, la loi de la démocratie, ça criminalise l'antipatriotisme. Ça veut dire du moment... Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'antipatriotisme? C'est même pas patriotisme pour Hong Kong. Non, c'est par rapport à la Chine. Donc, du moment que tu émets des opinions contre la Chine, tu peux te faire arrêter. Autant que tu sois un individu ou une institution. Donc, on voit la fermeture de plusieurs journaux, comme la Apple Daily, qui est plus reconnu. BBC est banni de Hong Kong. On ne peut plus diffuser d'émissions à Hong Kong, la BBC. Possibilité d'extradition encore. Amnesty International se voit forcé à fermer leur bureau à Hong Kong à cause qu'ils avaient trop peur de se faire attaquer par le CCP, de se faire arrêter, à cause que beaucoup de leur travail, c'est actuellement d'aider des personnes qui fuient la Chine à Hong Kong et leur donner des outils. Et aussi, la loi s'applique globalement. Donc, techniquement parlant, avec ma présentation, Bistro Brain est maintenant une entité non patriotique envers la Chine et pourrait être censurée. Et en tant que parleur, avec quelques articles dans la loi, si j'irais à Hong Kong, techniquement parlant, je pourrais me faire arrêter à la frontière et me faire déporter. Alors, s'ils reçoivent la présentation que je donne aujourd'hui. Et finalement, pourquoi c'est important? Bien, ça retourne à la question que j'ai posée au début, justement, de parler des manifestations qui se passent dans la Chine continentale et le fait qu'on sait très peu sur le sujet quand la ville de la Chine, qui était la ville la plus libre, est maintenant
fermé, que les personnes, même dans la ville la plus libre en Chine, ont plus le droit de parler librement, que les journaux, même internationaux, sont limités au style de reportage qu'ils font, et l'importance que ça donne à étudier justement autant la culture de la Chine pour essayer de mieux la comprendre, mais aussi donner plus de voix aux Chinois, aux Hongkongais, pour avoir une meilleure impression d'un des acteurs les plus importants sur l'échelle mondiale. Merci. Ben, merci Christophe, une belle présentation qui va nous mettre le Parti communiste chinois à dos, mais bref, vous avez compris le concept, c'est maintenant à vous de prendre la parole pour vos questions pour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Je m'intéresse beaucoup à la Chine et je dois dire que c'est une super présentation, vraiment. C'est vraiment un résumé parfait là, du sujet. Puis quelque chose qui me trottait en tête, puis dans le fond, moi je te pose la question. Comme tout le monde sait, depuis à peu près bientôt 1 an, la guerre en Ukraine a eu de nombreux effets, dont celui d'unir l'Occident. Et je me demandais si cette union de l'Occident avec les sanctions contre la Chine pourrait peut-être aussi s'appliquer à la défense de la démocratie à Hong Kong, parce que personnellement, quand je voyais les analyses des politologues, des experts de la Chine, en ce qui concerne Hong Kong, l'Occident n'a pas fait vraiment grand-chose pour s'opposer à ça. Puis je me demandais si ça pourrait changer en 2022, oui 2023. Et non. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas nécessairement fait beaucoup de choses, mais certaines des choses qu'ils ont faites peuvent avoir beaucoup de précautions, que je n'ai pas nécessairement parlé dans ma présentation. La première, c'est que les États-Unis ont menacé de considérer Hong Kong comme étant part de la Chine complètement. Que c'est comme on ne reconnaît plus aux États-Unis le concept d'un pays, deux systèmes, ce qui ferait que tous les embargos contre la Chine s'appliqueraient sur Hong Kong, et beaucoup du financement que la Chine reçoit internationalement se fait actuellement via Hong Kong. Vu que dans le reste du monde, on peut pas, il n'y a pas beaucoup de compagnies chinoises qu'on peut investir directement. Il faut actuellement investir dans des compagnies à Hong Kong que eux, leur travail, c'est principalement de jouer un pont. OK. Fait que ça, c'est la première chose. Il pourrait avoir beaucoup d'impact au niveau de comment que la Chine continue à regarder Hong Kong et sur le reste du monde. Puis la deuxième chose, c'est sur le contrat sino-anglais, qu'il y a le concept de British Citizen Overseas, que tous les Hongkongais qui sont nés avant 1997, techniquement, ils ont comme une pseudo-citoyenneté anglaise. Qu'est-ce que ça fait? C'est que pour eux, c'est plus facile à immigrer en Angleterre. Et l'Angleterre, le Canada et l'Australie ont dit OK. Techniquement parlant, le contrat a été rompu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de juste reconnaître la personne qui a ce certificat-là, on va reconnaître toute leur famille. Ça veut dire que si tu as des enfants, qui sont aussi maintenant comme des BRP, et on va faciliter encore plus l'immigration de Hong Kong dans nos pays. Donc, au niveau des statistiques, environ 50% des personnes qui ont cette certification-là, qui considèrent quitter Hong Kong si les taux de démocratie descendent. Et durant la dernière année, je pense en 2020, il y avait environ 150 000 Hongkongais qui ont émigré hors la ville, soit pour l'Angleterre ou le Canada, ensemble. Vancouver étant la première ville pour le Canada comme destination. Donc, c'est quelques des actions qui ont été prises. Merci beaucoup. J'en ai appris pas mal. Très bonne présentation. Merci. J'ai une opinion pas très populaire, c'est que j'aime pas la démocratie comme telle. Parce que la démocratie, c'est juste assez bon que l'éducation du peuple qui l'utilise. Un peuple qui n'est pas éduqué devient facilement la démagogie. Oui. Donc,
dans un monde idéal, pour moi, un autoritarisme illuminé serait la meilleure option. Penses-tu qu'entre un point intermédiaire entre un autoritarisme illuminé avec de bonnes intentions ou la démocratie, ou pour toi c'est la démocratie absolue qui est vraiment la bonne option? Une des choses qu'il faut considérer d'une certaine manière, c'est actuellement, souvent les personnes pensent autrement, mais le système de dictature sont souvent plus instables que les démocraties. Et une des raisons, c'est pourquoi? C'est à cause qu'ils sont soit trop inflexibles, que quand on a des élections souvent, oui, on peut avoir un peuple qui ont des mauvaises idées pendant un certain temps, mais ils vont souvent s'ajuster à la longue à des événements qui sont un peu plus difficiles que des dictatures, ou sinon aussi le changement de pouvoir va moins être dur pour le peuple. Puis la Chine en ce moment est un bon exemple quand on parle du Zero Covid, que sont tellement dogmatiques avec le fait que c'est une dictature et que, OK, si on a tort, le parti pourrait exploser. Fait qu'on garde la même idée qui ne fonctionne pas. Qu'avec le reste du monde, avec les démocraties, ça permet de jouer à un baromètre social de qu'est-ce que le peuple est capable de tolérer et de s'ajuster. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas de système politique qui est parfait, à cause sinon, on vivrait tout le monde vivrait dans une utopie. Mais ça, c'est une des questions qui est toujours difficile en sciences politiques et économie, c'est de trouver le système idéal. Cool, merci. Merci.